informations, à savoir qui tu es, tes affinités dans le monde de la crypto, où est-ce que t'en es aujourd'hui, comment t'as commencé, un truc très introductif. Bah, du coup, bon, bah, de toute façon, s'il y a du monde qui me connaît un peu par Twitter, en fait, en gros, bah, je suis arrivé par là un peu par hasard. Genre, je suis arrivé dans la crypto au début d'année, vers janvier-février. Je galérais un peu, mais comme tout le monde, t'arrives là-dedans, t'es complètement perdu. Ouais, J'ai commencé à suivre MTG, et en gros, j'ai rejoint son Discord le premier jour. Je sais pas s'il y en a ouais, qui étaient dedans. mais j'étais là. Je pense, ouais, bah ouais, de toute façon, on retrouve toujours des personnes qui étaient un peu partout. Et en gros, bah, ça s'est fait comme ça, j'ai appris un petit peu par lui, après j'ai appris beaucoup plus au fur et à mesure entre nous, une fois qu'on a tous commencé à step up un petit peu et s'entraider mutuellement dans Green Academy. Après, je suis pas un grand fan de... J'ai pas... Bah, maintenant, si, j'ai plein de Discord, mais c'est que des forums, genre des Discord communautaires, je suis pas vraiment dedans. Ouais, Mais je me suis beaucoup plus intéressé à la défi qu'à tout le reste, en fait, parce que je trouve que c'est vraiment la chose qui peut apporter quelque chose de nouveau, pas au monde, mais ça peut vraiment permettre d'avoir un point de vue différent sur ta finance et sur la finance en général. ouais, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je trouve que c'est l'aspect le plus passionnant dans tout l'écosystème, parce qu'il y a tellement, bah, comme tu dis, de domaines qui vont pouvoir être révolutionnés. Genre, vraiment, c'est incroyable. Enfin, il n'y a pas que avec la DeFi, mais une bonne partie quand même avec la DeFi. Euh, c'est incroyable que tu aies commencé rien qu'en début d'année. Honnêtement, ça fait je sais pas combien de temps que je suis dedans et j'ai jamais réellement fait l'effort avant les cryptonulos d'être vraiment dedans, tu vois, d'apprendre à fond. Et je pense qu'il y en a beaucoup, c'est pareil. Et donc, quand on voit des personnes qui évoluent très rapidement parce elles sont mises dedans, elles ont fait l'effort de se cultiver sur le sujet rapidement, honnêtement, vu ta progression, c'est incroyable. Déjà, bravo pour ça. Et donc, du coup, t'as pas mal étudié, ou en tout cas, tu t'es pas mal documenté sur Avalanche en particulier. Ouais, bah c'est... Enfin, c'est pas un hasard, mais en fait, quand je suis arrivé, bah, du coup, sur le Discord MTG, enfin, je le suivais déjà sur Twitter, j'en entendais parler. Je l'avais entendu parler d'Elrond, j'avais entendu Ouais. parler d'Avalanche, et bon, après, j'avais 2 semaines de crypto, quand j'ai commencé à lire les white papers, j'ai dit, ah, bon, ça va être compliqué à comprendre, puis au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à comprendre ce que c'était, qu'est-ce qu'on pouvait faire dessus, et en quoi est-ce que tel ou tel projet était peut-être plus intéressant qu'un autre. Et en fait, tout ça a fait que je me suis retrouvé à commencer à farmer sur Avalanche, à découvrir la technologie, et plus tard, en fait, à découvrir d'autres blockchains, d'autres expériences utilisateurs, et à me conforter dans le choix, en fait, que je suis sur Avalanche. Et je pense que même si un jour j'ai un wallet à 7 chiffres, je vois pas l'intérêt que j'aurais à aller sur Ethereum, en fait, par exemple. Bah, justement, on va le voir plus tard un petit peu la différence entre Ethereum et Avalanche. Et ça tombe bien parce qu'il y a aussi Augustin qui était là, qui nous a fait la dernière conférence la dernière fois, qui était sur Ethereum. Du coup, ça va être cool de pouvoir comparer. Et c'est dingue parce on a pratiquement commencé en même temps. Enfin, si tu suivais MTG au départ quand il parlait d'Elrond, bah c'est comme ça que j'ai découvert Elrond aussi. Quand il en parlait, il était à 8 $. C'était même pas encore Non, une non, gold. moi, ça a été bien plus tard. Je suis Ah rentré ouais? fin février dans la crypto. Et en gros, j'ai pas connu ORN à 2 $, j'ai pas connu GLD à 8, j'ai connu Avax à 55 $. Ah En fait, ouais! j'ai connu Elrond, il était déjà à 180, je crois. Je suis arrivé, en fait, à 2 mois après. Enfin, j'investissais la même somme et je faisais comme tout le monde. Je prenais mon x10 sur OGLD parce qu'au final, j'aurais fait comme tout le monde. J'aurais suivi l'école de MTG et puis. Mais Ah non, celui-là, je l'ai ouais! raté. Ah ouais, finalement, t'es arrivé assez tard. Ah bah oui, bah, si t'es arrivé en début d'année, ouais, effectivement, c'était relativement tard. Le BNB, il était à 280. Je suis arrivé au moment où le BNB, il a fait 280 ou 700 à peu près. Ouais, Avant que toute la BSL explose, juste avant, en fait. ouais, je vois bien la période. Et Mais j'ai juste eu pas le flair, mais la chance d'avoir fait deux trois bons coups en fait en mai-juin sur un shitcoin, sur Sport, sur Avalanche et sur d'autres projets pas connus. Mais en gros, j'ai réussi à avoir de la liquidité et j'ai pu me gaver en fait en juillet sur tous les dips qu'il y avait. Et c'est là vraiment que c'est parti. En fait. Enfin, que c'est parti. J'ai pas gagné 100 fois plus que les autres du tout et même beaucoup moins que certains. Mais je veux dire, j'ai eu la chance d'avoir de la liquidité à l'instant T et de l'investir en fait. ouais, et cette liquidité-là, elle venait d'écoles dégènes un petit peu du serveur MTG Sport. Il me semble que c'était un de ces calls-là. Sport. Bah Sport, c'était Hugo et moi qui l'avions trouvé la toute première heure. Ouais. Et si on n'avait rien vendu, Hugo il avait 1,4 million et j'avais 600 000 $ au top. Ouais, c'est pas Alors, trop mal. alors, alors qu'on avait mis 100 balles comme des Mongols.
Effectivement, c'est pas mal. Incroyable. Bah, c'est drôle parce que on a un peu le même parcours et t'es l'exemple qu'il faut suivre et moi pas vraiment. Enfin, après, ça dépend aussi de ta gestion du risque parce que t'es beaucoup dans l'école des gènes. Ouais, Mais j'ai aucune gestion de risque, entre guillemets. J'alloue des pourcentages de mon portefeuille. On va dire que ça est là, ma gestion du risque. Je dis vertement que tu sors gagnant, entre guillemets. Mais je sais pas si je suis l'exemple à suivre. Genre, j'ai investi vraiment, moi, enfin, j'ai 27 ans maintenant, je travaille depuis 8 ans, j'ai un salaire, j'ai un appart. J'ai investi de l'argent dont j'ai vraiment pas besoin. ouais, bah oui. Ça peut s'arrêter demain, à la limite, bah forcément tu perds de l'argent, t'es dégoûté. Mais ma vie, elle s'arrêtera pas, quoi. Donc je suis totalement libéré par rapport à ça, et quand je me fais rug, bah je me fais rug, c'est le jeu, je gagne, je perds, je perds. D'ailleurs, ce que tout le monde conseille, c'est que justement, ça reste des investissements et que ça reste subsidiaire en soi. C'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme une source de revenus ou quoi, sauf enfin, pour vraiment les plus gros dégénérés, mais il y a quand même une part de risque qu'on a tendance à négliger parfois. Et c'est pas si mal que ça de le rappeler. Du coup, si on revenait un petit peu sur Avalanche, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'est né, de qui ça vient, pourquoi, pour répondre à quels besoins? Est-ce que tu en sais un petit peu plus? Bah c'est vieux Avalanche, ça. Le projet a été lancé, le mainnet il a un peu plus d'un an, il a été lancé en septembre 2020. Ouais, Mais c'est le vieux projet. dans le milieu de la blockchain, parce que pour le coup, c'est pas si vieux que ça, mais ouais, Non, mais le projet Avalanche, il est plus vieux que ça. Je crois que bah, le CIO, Emile, il travaillait dessus depuis 2018, il me semble. Et il avait ouais. trouvé, un peu comme le Bitcoin, une sorte de livre blanc écrit par on ne sait qui. Et Emile, il a tout de suite trouvé en fait des réponses aux questions qui se posaient, de savoir comment améliorer Bitcoin, comment pouvoir changer bah, justement de consensus et proposer quelque chose qui colle à l'ère du temps, parce que mine de rien, Bitcoin, t'arrivais en 2017-2018 où tu avais quand même une grande partie de la population qui commençait à avoir la fibre, et patienter 10 minutes pour avoir une transaction validée en proof of work, ça commence à devenir compliqué, quoi. Surtout avec la défi qui commençait à exploser, donc tu avais besoin de valider des transactions à l'appel. Ouais, et c'est drôle parce que on a l'écho de la conférence de la dernière fois avec Ethereum, c'est que finalement tous ces projets-là, ils sont venus en constatant les défauts de Bitcoin. Avalanche est peut-être venu aussi en constatant les défauts d'Ethereum, mais tout Bah, part de Bitcoin finalement, c'est incroyable. je suis pas du tout un connaisseur de TH en vrai, mais je sais pas si en 2018 Ethereum avait déjà annoncé qu'il passerait en proof of stake. Ça, je sais pas en fait. Et je sais pas si Avalanche c'était pas en fait les premiers à proposer directement une expérience proof of stake directement dans leur médium. Je sais pas si ETH en 2018 ils avaient déjà prévu d'arrêter la preuve du travail. Ça, je j'ai pas la réponse. Bah, si Augustin, tu le sais et que tu peux nous le dire dans le chat ou tu peux même venir avec plaisir, je vois qu'il est en train d'écrire, donc je crois que c'était déjà prévu en 2018. Ouais, donc c'est à ce moment-là qu'ils sont toutes les grosses têtes pensantes, ils ont dû commencer à Ouais. comprendre que l'avenir, il était pas. Enfin, avec l'énergie, ça allait être un problème, quoi. Ouais, ils sont basés sur ce modèle-là pour faire des projets un petit peu plus différents. Après, pour le coup, Avalanche, on le verra un petit peu plus tard au niveau enfin non, on va le voir même maintenant. Au niveau de la technologie, c'est important d'en parler ici et d'apprendre un petit peu plus sur la blockchain parce que elle a une architecture bien spécifique, cette blockchain-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment sur d'abord la méthode de consensus, parce que c'est quelque chose qui est propre à Avalanche. La méthode de consensus d'Avalanche est particulière et elle tire même son nom Avalanche de sa méthode de consensus. En gros, au lieu d'avoir des blocs qui communiquent les uns après les autres, t'as vraiment. Enfin, des nœuds, pardon. T'as vraiment tous les nœuds qui communiquent ensemble, c'est-à-dire que l'info, elle va se transmettre. Si on prend par exemple, tu es au centre d'un cercle de 8 personnes, l'info, elle va se transmettre aux 8 personnes qui, eux, vont le transmettre aux personnes à côté. En fait, ça va créer un effet boule de neige, et tout partait de cette idée-là. Ouais, Où l'effet les boule de nœuds neige, communiquent entre eux directement. l'effet boule de neige qui cause justement l'avalanche, d'où le nom Avalanche. J'ai appris ça tout à l'heure. C'est assez, enfin du coup c'est drôle, mais ça permet vraiment de bien comprendre le truc. Parce que du coup un consensus normal c'est différent. Enfin normal, différent à un consensus traditionnel on va dire. Alors honnêtement, je sais pas exactement comment ça fonctionne sur Bitcoin, mais je sais que normalement c'est à la suite les uns des autres. Donc les infos, elles passent beaucoup moins vite d'un nœud à l'autre en fait. C'est comme ça sur Ethereum, Augustin, ou pas, si tu peux nous le dire dans le chat. La méthode de consensus sur Ethereum, ça donne quoi par rapport à Avalanche? Parce que Et là,
du coup, je crois que c'est vraiment la seule blockchain où les nœuds communiquent avec une stratégie de propagation où justement chaque nœud communique avec tous les autres. Je suis pas sûr que ce soit répété sur d'autres blockchains. Il y a que Avalanche qui va proposer ce service de toute façon. Enfin, à l'heure actuelle, après. Non, Solana, c'est pas vraiment pareil. Je crois pas que ce soit pareil non plus, Solana. Fuck Avalanche, j'ai perdu. Oh là là. Si vous voulez suivre, enfin être riche avec les forks, ne suivez pas Soligno et n'écoutez pas ce qu'il va vous dire. Voilà, très bien. Le gros problème qu'on va avoir avec les blockchains qui fonctionnent en proof of stake, comme Solana et Binance, Ouais. la blockchain, pardon, c'est la blockchain, il faut qu'elle soit sécurisée, Ouais. décentralisée. Et le problème de Solana et de Binance, c'est qu'il y a un truc comme 8 ou 15 nœuds, enfin en tout cas il n'y en a pas plus de 20 dans les deux. Et les 20 nœuds, ils sont, pour la BSC, c'est CZ qui les a tous en gros. Ouais. Et il faut des machines, je ne saurais même pas donner le prix d'une machine pour pouvoir devenir validateur sur le réseau de la BSC, par exemple, et Solana, c'est exactement pareil. Ouais, Solana, j'avais vu un truc qui disait justement que il y avait quelques wallets qui possédaient énormément de Solana et qu'ils contrôlaient un petit peu tout finalement. Imagine que les frais de la BSC sur l'année, ça a été divisé entre seulement 10 validateurs, quoi. Ouais, effectivement. Donc ils contrôlent et ils s'enrichissent bien, ouais. Et ce genre de mécanisme, tu penses que ça peut arriver sur Avalanche? Ou c'est déjà trop tard? Bah, Parce que j'ai c'est vu impossible. on y reviendra un peu plus tard, mais j'ai vu qu'il y avait des questions qui revenaient en termes de sécurité sur Avalanche. Le problème qu'on a sur Avalanche, c'est on n'a pas encore énormément de validateurs, mais la blockchain est jeune, on en a un peu plus de 1000. Mais le problème qu'il y a là, ça va être réglé, on sait pas, on n'a pas de date, mais en gros ils font des mises à jour relativement souvent, ils appellent ça les mises à jour apricots. Ouais. C'est par exemple 2-3 fois dans l'année, là on a vu les frais de transaction divisés par 2 par exemple. Et à un moment ils vont passer le nombre d'AVAX qu'il va falloir stack, donc la preuve de le proof of stake, en gros tu stacks des AVAX Ouais. et t'es payé, t'es rémunéré si tu fais bien ton travail et que tu valides les transactions, si tu valides pas tes AVAX ils sont bloqués en gros. Ouais. Et là, ils vont passer de 2000 à 500 AVAX. Le problème qu'il y a là, clairement, c'est que t'as pas envie de devenir validateur. Genre, il faut stacker 2000 AVAX, 2000 fois 150 $, ça fait quasiment 300 000 $ pour devenir validateur. Sur ETH, c'est 32 Ethers à 4000 $, fais le compte. Et même si je crois en Avalanche et que je pense qu'elle a sa place dans l'avenir à côté d'Ethereum, je la vois pas détrôner Ethereum. Mais si je devais devenir validateur d'une blockchain, je validerais Ethereum parce que je suis quasiment sûr qu'elle sera là dans 5 ans et c'est la seule dont on peut l'affirmer. Et ça coûte moins cher. Et comment ils peuvent faire pour attirer des validateurs Parce que s'ils attirent pas de validateurs, au final ça pourra potentiellement terminer comme Solana. T'en as déjà 1100. Les validateurs, c'est des engagements d'1 an, je crois. Ouais. Donc en gros, au bout d'un an, ton nœud, il est pas détruit, mais en fait, on te rend tes AVAX, plus à peu près 10% de rendement. Donc c'est pareil, 10% sur la défi. Il faut vraiment avoir un wallet énorme pour faire travailler 2000 AVAX à 10%, n'avoir rien à faire, quoi. Ouais, Sachant que tu peux trouver beaucoup. Le problème, ça va venir de là, ça va être comment est-ce qu'ils vont attirer de nouveaux validateurs. Et déjà, ils vont passer de 2000 à 500 AVAX, qui va déjà permettre de rendre un peu plus accessible la validation. Il y a Soligno qui demande qui comprend pas parce que justement il pense qu'il y a une grande confiance des utilisateurs en Avalanche et que ça peut peut-être un peu équilibrer le fait que le fait d'être validateur est très très cher, c'est accessible qu'aux gros wallets. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ça demande très souvent Avalanche comme blockchain par rapport à Phantom, Polygon, Solana, pourquoi? Ça, je pense que les gens, c'est pas vraiment par habitude. C'est déjà parce que Avalanche, en ce moment, j'en suis la preuve. J'ai gagné, j'avais mon compte Twitter, il s'appelle Quentin LSL parce que c'est mon prénom. J'avais un compte Twitter perso et je suis juste devenu, entre guillemets, pas connu, mais dans le milieu de la crypto, on m'a suivi parce qu'Avalanche avait la cote, en fait. Ouais. Et honnêtement, pour m'être baladé partout depuis la saison des forks, c'est vrai que peu importe où tu vas, je trouve que t'as pas la même expérience utilisateur que sur Avalanche. T'es bien, t'es tranquille. La BSC, ça a une réputation de merde. Solana, il faut déjà un seul wallet, donc ça pénalise quand même pas mal les choses. Ouais. Polygon, c'est horrible. Polygon, tu fais un listing sur Polygon, t'as une TX sur 5 qui passe, t'achètes le token, il a x10. Phantom, à la limite, c'est vrai que c'est assez rapide.
mais il n'y a pas encore ce qui s'est développé sur Avalanche à l'heure actuelle depuis août. Tu as quand même vu arriver les protocoles comme Curve et AAV, et c'est pas Curve et AAV qui avaient à gagner à venir sur Avalanche. Leur réputation, elle était faite, et ils n'avaient pas besoin de nous pour vivre. Ils sont venus, déjà parce qu'il y avait forcément le programme d'intensive, mais ils sont venus parce qu'ils ont confiance en la technologie. Et ils sont nulle part ailleurs, sauf sur Polygon, mais Polygon qui a un L2 de TH, donc ça c'est encore différent. Et ouais, le programme d'incentive que tu mentionnes, c'était quoi exactement? C'était un programme qui récompensait des applications qui venaient se développer sur Avalanche, c'est ça? Ouais, en gros, c'était à l'époque, en août, c'était 180 millions, mais l'AVAX, il était à 30 $. En fait, c'était un nombre d'AVAX Ouais. débloqués par Avalabs. Donc maintenant, il faut faire le calcul par rapport à la date, mais donc tu peux quasiment x5. En gros, tu es quasiment sur 1 milliard en fait, de dollars qui va être donné à des protocoles et à des développeurs pour venir développer sur Avalanche. On en reviendra peut-être, on y reviendra un petit peu plus tard sur pourquoi justement ces projets-là ils choisissent Avalanche plutôt qu'une blockchain. Mais pour revenir un petit peu sur la tech, il y a aussi une autre particularité d'Avalanche qui pour le coup, là je crois réellement qu'il n'y a pas d'autre blockchain qui fait ça. C'est qu'en fait la blockchain Avalanche, elle est divisée en 3 sous-blockchains. Et d'ailleurs c'était un gros frein je pense à l'adoption au départ. Le fait qu'il y ait une C-chain, une P-chain, une X-chain. Quand on arrivait sur le wallet Avalanche, il fallait vraiment, enfin quoique c'était pas mal expliqué, mais il fallait vraiment pour un débutant comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce mécanisme-là? En gros, t'as trois blockchains, enfin trois blockchains, trois sous-blockchains sur la blockchain Avalanche, Ouais. et après, ils vont même déployer, ça va arriver là normalement relativement bientôt. Et les subnets en gros, encore des Ouais, sous-réseaux sur la blockchain ouais, Avalanche. j'allais Mais t'en en parler gros, après ça. les trois sous-blockchains, en fait, ça permet en fait que chaque partie de cette blockchain soit spécialisée dans ce qu'elle a à faire. En gros, tu as la seed chain, c'est la chaîne classique qu'on connaît, qui est EVM compatible. Donc en gros, c'est Ethereum Virtual Machine. Donc Ouais, tous les smart contracts d'Ethereum peuvent être développés sur Avalanche, ouais. dans le même langage, qui est le On en, langage Solidity. on en a parlé la dernière fois de ça. Tu as la pitchain qui, elle, sert vraiment uniquement aux prises de décision, enfin aux validations de transactions au niveau des nœuds. Et pour les validateurs et les délégateurs, en fait, c'est là-dessus que tu vas envoyer tes AVAX et les stacker. Ouais. Et la exchange, c'est purement des tokens Avalanche. Je sais même pas si à l'heure actuelle, il y a un autre token que Avax qui est supporté sur l'exchange. Je sais que tu peux recevoir des NFT, mais tu peux pas en envoyer. C'est encore assez flou ce que tu peux faire sur l'exchange. Je sais que ça sert juste en fait à transmettre des AVAX, Ouais. le token natif de la plateforme. Et, et c'est quoi le but de faire 3 sous-blockchains? Est-ce que c'est un petit peu la même structure que Ethereum qui va faire un layer 2 ou ce genre de truc? Est-ce que c'est la même logique de décharger la blockchain principale? Non, non, du tout. Non, parce qu'au final, tu peux pas. Ce que tu déploies sur Polygon, tu peux le déployer aussi sur Ethereum. C'est comme si tu avais une C-chain et une C-prime chain, en fait, si tu comparais ETH et Polygon. Ok, Là, c'est vraiment, en gros, chaque sous-blockchain a sa spécialité. C'est un peu comme si tu avais un bureau de direction et ensuite tu as un bureau d'études, on va ouais. dire, le bureau d'études qui va valider les transactions, c'est la pitchain. La main-d'œuvre, là où tu peux vraiment déployer ton entreprise, ça va être la seed chain. Et la partie vraiment administrative qui va être la X-chain. Et justement, ça, pour le coup, quand on regarde un petit peu, on compare les performances d'Avalanche avec d'autres blockchains. Est-ce que c'est grâce à ça justement que les performances d'Avalanche sont plus intéressantes? Parce que j'ai comparé un petit peu tout à l'heure au niveau du temps de transaction, etc. C'est quand même très performant par rapport à d'autres blockchains. Non, non, honnêtement, je pense pas que ça vienne de ça du tout, parce que par exemple Solana, elle promet, on a vu que Solana, bon après j'imagine qu'Avalanche, on aura aussi nos limites un jour, hein. Mm. Mais elle avait été down pendant 24 heures alors qu'elle promettait, je ne sais plus, je sais pas si c'est pas 70 000 transactions secondes. Et on a vu que c'était purement théorique. Parce qu'au final, la hype des NFT sur Solana, elle a tout fait péter quoi. Et donc le fait d'avoir C'est ces... vraiment technologique dans le développement de la blockchain plutôt que le fait que tout soit scindé. Ouais. Donc ces trois sous-blockchains finalement ce serait principalement un but organisationnel et en termes de performance finalement c'est un impact minime. Je pense, ouais. Que chacun, en gros, sur chaque endroit, tu te permettes de te spécialiser Ouais, sur tout domaine. ok, je vois.
vois bien. Et t'as parlé un petit peu des sous-réseaux du coup d'Avalanche, qui est encore une spécificité d'Avalanche. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus?